Un petit bidon, mon pépère. Christopher Froome à pied. Mais quelle image du tour. On n'a jamais vu ça. Aïe aïe aïe, attention Philippe, vous ne pas rappeler. Allez mon grand, t'es grand aujourd'hui, t'es grand. Chapeau. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Chasse Patate, le podcast du groupe Eto qui décrypte l'actualité cycliste. On se retrouve aujourd'hui après 2 semaines du Tour d'Espagne, à quelques jours de l'arrivée finale de cette Vuelta 2022, alors que Remco Evenepoel est en tête. On va bien sûr du coup revenir sur ces 2 premières semaines, analyser ce qui s'est passé, les forces en présence, comment la course s'est jouée, et ce qu'il peut se passer également d'ici la fin de cette Vuelta. Qui va remporter ce Tour d'Espagne 2022 ? Est-ce que Evenepoel va aller au bout avec le maillot rouge sur le dos ? Est-ce que Primož Roglič va faire le quadruplé ? Est-ce que Enric Mas va aller remporter cette Vuelta ou même un autre coureur ? On va voir ça dans les détails avec deux de nos spécialistes du jour. Théo pour commencer. Salut Théo. Salut à tous. Et on est également avec Louis qui était déjà avec nous pour la présentation de la Vuelta. Salut Louis. Ouais, salut Mathieu, c'est vrai que sur la présentation, finalement, il y a des choses qui ont été dites, qui se sont confirmées, et d'autres où j'ai été complètement à côté de la plaque, donc on va essayer de faire mieux là. Oui, bah déjà pour dire, ton favori c'était Jay Hindley. Bon, ça sera un petit peu compliqué pour Jay Hindley. On rappellera que pour Johan c'était Joao Almeida, donc c'est à peine mieux en termes de position au classement général. Mais enfin voilà, vous avez donc le programme pour ce podcast Chasse Patate spécial Vuelta. Attention au départ, Chasse Patate, c'est parti. Alors on va donc rentrer directement dans le vif du sujet avec le classement général qui voit donc Remco Evenepoel en tête au terme des 15 premières étapes avec 1 minute 34 d'avance sur Primož Roglič et 2 minutes 01 sur Enric Mas. Alors déjà, pour vous, est-ce que c'est une surprise un petit peu de retrouver Remco Evenepoel maillot rouge avec autant d'avance, 1,30, c'est quand même une avance assez conséquente au terme de 2 semaines de course? Ouais, moi franchement je suis surpris. Alors c'est pas par rapport à son annonce de oh là là je vise le top 10, ça. Enfin je m'en fichais, je sais pas si on fait abstraction de ce genre d'annonce, mais juste que je pensais pas qu'il serait si fort que ça, surtout sur les premiers cols en fait. Les premiers cols c'était lui le plus fort. Vraiment, je m'attendais pas à ce qu'il mette 1 minute à chaque fois, ou 30, ou 1 minute 30. Enfin, c'était vraiment très impressionnant. Maintenant, il s'est calmé depuis, mais ouais, moi je suis surpris de le voir avec autant d'avance. Louis, de ton côté, surpris ou logique ? Bah, si on m'avait dit avant le départ que Remco Evenepoel serait leader avec une 30 d'avance sur Roglič, 2 minutes sur Mas, j'y aurais pas forcément cru. Enfin, ça aurait été un scénario probable, mais pas celui auquel je m'attendais. Ensuite, après, quand on regarde en plus en détail la course, on voit quand même que le Evenepoel il est à un niveau de forme très très intéressant et qui lui permet d'évoluer à ce niveau. Et par rapport à la concurrence, par exemple, un Roglič n'est pas à 100%, donc ça permet à Evenepoel d'avoir créé des différences, notamment sur les premières étapes de montagne et sur le chrono. Ensuite, Mas, c'est comme il double avec le Tour de France, même s'il a un niveau super intéressant, il a peut-être jamais été aussi proche de gagner un grand tour. Ça reste insuffisant pour le moment, même si on a vu sur la dernière étape de montagne qu'il a pu reprendre du temps sur Evenepoel et Roglič. Et derrière, enfin voilà, la concurrence, Ayuso, Rodriguez, ce sont des jeunes coureurs espagnols qui sont plutôt pour l'avenir, donc ils manquent un peu d'expérience et leur niveau leur permet pas encore d'aller chercher le podium. Et voilà, pour l'instant, Evenepoel, il est le plus optimal en termes de conditions et de niveau affiché. Donc c'est lui le leader, il est le plus régulier, il a profité des premières étapes de montagne et du chrono pour créer les écarts et voilà, il va aborder cette 3e semaine avec le maillot rouge sur les épaules. Justement, tu parlais de scénario probable de voir Remco Evenepoel en rouge après 2 semaines. Pourquoi tu pensais ça par rapport à sa préparation, comme tu disais, par rapport au profil des étapes qu'on a eu jusqu'à présent, par rapport à la concurrence Ouais, c'est ça, c'est un peu un mélange de tout. Après, c'est peut-être celui qui a, voilà, c'est sûr que quand j'avais fait la présentation, je voyais la préparation d'Hindley super intéressante, mais c'est vrai que celle d'Evenepoel, où on sait depuis un moment qu'il va se concentrer sur la Vuelta, voilà, il a le mieux préparé son affaire et pour le moment, ça paye. Alors après, il va falloir qu'il tienne encore une dernière semaine et même si le parcours de la 3e semaine ne semble pas si difficile que ça et pourrait lui convenir,
Une troisième semaine de Grand Tour, ça reste particulier toujours. Et voilà, il doit confirmer qu'il n'est pas forcément sur le déclin. Et les 2 dernières étapes de montagne où il perd du temps sont pas forcément rassurantes de ce point de vue. Mais alors, il y a la chute évidemment qui rentre en compte. Mais voilà, et il y a quand même du suspense. Va-t-il tenir ou pas Donc, c'est toute la question pour la dernière semaine. Mais voilà, il peut le faire. Alors, va-t-il tenir? On va pas évoquer directement la dernière semaine, on y viendra un petit peu après. On va d'abord se concentrer sur ce qui s'est passé, et notamment déjà les étapes où il a principalement pris du temps, à savoir, déjà, on a notamment le contre-la-montre, où il prend 48 secondes à Roglic, 1 minute 50 à Enric Mas. On a aussi l'étape de Les Praeres, avec un bon petit Murito de 4 km à 12%, bien espagnol comme il faut. Il prend 45-50 secondes à Mas et Roglic, qui sont ses 2 principaux adversaires maintenant au général. Théo, c'était ce qui lui convenait le mieux, finalement, ces étapes-ci, notamment ces 2-là en particulier. Oui, bah le chrono évidemment, ça on le sait. Pour le chrono que mais même le chrono, moi ça m'a quand même surpris qu'il ait tant d'avance que ça sur un Roglic qui quand même voilà quoi, qui parfois peut vraiment sortir des chronos de fou. Enfin vraiment moi il me surprend quand même malgré tout, même si c'est des étapes qui lui conviennent. Je m'attendais à ce qu'il soit bien, qu'il puisse gagner du temps, mais c'est plus les écarts qu'il crée sur ces étapes-là qui me surprend en fait. C'est pas le fait qu'il gagne, c'est le fait qu'il vraiment il semblait supérieur de la tête et des épaules. Bon en tout cas du coup visiblement il a fait un très bon, très costaud début de Vuelta, surtout que on parlait un peu aussi du fait que Remco Evenepoel c'est son 2e grand tour, mais le Giro 2021 il était pas allé au bout. Là il aborde pas avec cette idée de dire je vais y aller tranquillement, pas prendre de risques parce que risque d'exploser au fil du temps. Il y a vraiment cette idée d'y aller autant que possible au maximum. Ouais, bah il essaye. Après, est-ce que c'est la bonne solution? Je sais pas. Et je me rappelle là, de l'interview dans Pédale de Bardet qui disait que pendant le Giro, au début du Giro 2022, il y avait certaines étapes où il s'est pas donné à 105%, et justement il s'est beaucoup donné, mais il n'était pas non plus à fond de chez fond, pour essayer en fait conserver un petit peu de fraîcheur pour la 3e semaine. Remco, est-ce qu'il fait ça? Je sais pas, mais là, il a l'air, en tout cas, il semble de vouloir courir à fond et essayer de gagner et de gagner du temps à chaque étape. Moi, je trouve que c'est une bonne mentalité. Après, à voir si ça va lui réussir sur les dernières semaines. Le fait de le voir prendre autant de temps sur notamment Les Praeres et le chrono, mais aussi sur le Pico Rano où il prend 1:30 à Roglic, qui était la première grande étape de montagne où il fait un peu un gros coup. Est-ce que les autres étaient peut-être pas aussi moins forts qu'attendus, en tout cas sur ces premières étapes? Alors, on peut aussi se demander s'ils seront pas plus forts du coup en 3e semaine. Enfin, il y a peut-être un petit décalage de pic de forme entre Remco et les autres. C'est peut-être c'est possible. Après, c'est vrai que là où il a été impressionnant, c'est dans les murs. Enfin, Remco, on a plus l'impression de le voir comme un rouleur grimpeur. Et justement, les gros pourcentages, je m'attendais pas forcément à ce qu'il crée autant de différences. Alors qu'il soit au niveau de Roglic, pourquoi pas, même un petit peu plus fort. Mais les différences qu'il a créées en montagne sont vraiment impressionnantes. Et d'ailleurs, sur le chrono aussi, ok, c'est un super rouleur. Mais quand on l'a vu avec 20 secondes d'avance sur Cavani au premier intermédiaire du chrono, on s'est dit, oh là c'est la machine est lancée. Et derrière, ça s'est confirmé. Mais c'est vrai que sur ce début de Vuelta, Remco est super impressionnant, c'est le plus fort. Alors que peut-être que quand on voyait la première victoire de Roglic sur une petite côte, on s'est dit qu'il était là au rendez-vous. Et puis finalement, lorsque les dernières ascensions étaient un peu plus longues, Roglic avait un petit peu faibli. Donc voilà, ça laisse du suspense, ça reste intéressant. Oui, c'est sûr que tout le monde s'est dit assez rapidement, Roglic, il est impressionnant je crois que c'était la 4e étape qu'il remporte, c'est bon, il a gagné la Vuelta, c'est fini. Puis 2 jours plus tard, pouf, il perd 1:30 sur Evenepoel et Mas, ça a vite rebattu les cartes. Donc, et puis on est encore loin de dire que la Vuelta est jouée et gagnée. Quelques chiffres quand même pour parler du chrono, parce que vous en parlez tous les deux, le fait que son avance a été importante quand même, mine de rien, même sur un Roglic qui était, on va quand même le dire, invaincu sur des chronos en Espagne depuis qu'il est pro. Pour Remco Evenepoel, c'était sa 3e plus grande avance en termes de secondes par kilomètre gagné sur son Dauphin.
C'est derrière le chrono de San Juan où il y avait 2 secondes par kilomètre sur Ghana, et le chrono du Tour d'Algarve où il avait 1,8 secondes au kilomètre sur Stephen Kung. Là c'était 1,5 secondes sur Roglic, donc sur une trentaine de kilomètres. Ça fait du coup une avance qui monte assez rapidement, sachant que Roglic, deuxième, les autres étaient quand même beaucoup plus loin, avec Enric Mas déjà à 1,51 par exemple. Pour Remco Evenepoel aussi, ce qui a marqué, c'est ce dernier week-end, avec les deux grandes étapes qui arrivaient à la Sierra de la Pandera et à la Sierra Nevada, avec notamment cette arrivée à la Sierra Nevada à plus de 2000, après le 2500-2400 mètres d'altitude. On l'a vu, Remco Evenepoel plus en difficulté, il a perdu du temps, il a perdu au total 1 minute sur Roglic et sur Enric Mas sur ces 2 étapes. Comment est-ce qu'on peut expliquer qu'il ait été moins bien? Est-ce que c'est le fait d'avoir le maillot rouge qui à force peut peser, le fait que ses adversaires montent en puissance au fur et à mesure de ce Tour d'Espagne, que c'est des étapes qui lui conviennent moins bien? Quels éléments ont pu rentrer en compte? Déjà, je vais revenir un peu sur ce que Louis disait, c'est qu'il disait qu'on le voit plutôt comme un grimpeur-rouleur. Moi, je t'avoue que j'ai tendance à le voir plutôt comme un puncher-rouleur et qui sait bien grimper. Et du coup, le fait qu'il perde un peu de temps sur des montées plus longues, ça me surprend pas particulièrement. Il a déjà montré qu'il était bon sur certaines montées longues, mais en général, c'est là où il craque. En tout cas, sur le Giro, il craquait sur ça. Enfin, moi, en tout cas, ça me surprenait pas qu'il en perde un petit peu. Mais des 30 secondes lâchées comme ça, etc., je m'y attendais pas parce qu'il semblait impérial. Et même au moment où Roglic attaque, il semblait fort, etc., il semblait en contrôle. Et finalement, le fait est que non, il était un peu moins bon. Après, est-ce que c'est une baisse de forme ou c'est juste des parcours qui lui convenaient moins? Je pense que c'est un mix des deux. Louis? Il y a un autre élément aussi, c'est sa chute. Il est tombé assez lourdement, avec quelques blessures qui semblent superficielles, mais derrière tu récupères moins bien. Les nuits elles sont moins top quand tu te fais des petites pizzas sur le corps et que ça frotte un petit peu avec le lit. Enfin voilà, je pense qu'il y a plein de choses comme ça qui n'ont pas facilité sa récupération sur les derniers week-ends. L'étape de repos devrait lui faire du bien là-dessus, mais ça peut jouer aussi. Alors on peut pas dire que c'est la cause ultime, mais voilà, c'est un ensemble de facteurs. On parlait du parcours qui lui convenait moins. Il y a aussi la faculté de récupération, et voilà, cette chute, ça va pas l'aider. Mais moi, je trouve en tout cas qu'il a plutôt bien tenu quand même. La dernière étape en Sierra Nevada avec le passage en altitude au-dessus de 2000 mètres, c'était un vrai test pour savoir s'il allait tenir. Et même s'il perd quelques secondes sur les 2 derniers kilomètres, je trouve qu'il s'en tire plutôt bien, et ça le laisse avec encore une importante marge avant la dernière semaine. Donc au final, pour toi, même s'il était un peu plus en difficulté avec ses différents paramètres, et notamment la chute sur l'étape des Peñas Blancas, il a réussi à très bien limiter la casse, en gérant bien son effort, en dosant bien, en se précipitant pas? Honnêtement, ouais. Ok, c'est là sur l'étape 14 de la Sierra de la Pandera où il perd beaucoup de temps assez rapidement, et derrière il arrive à maintenir à maintenir à peu près l'écart et que ça se propage pas trop. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit le lendemain il va prendre 3-4 minutes et ça sera terminé et il va exploser. Et finalement voilà, il m'a plutôt agréablement surpris, et il a vraiment bien tenu. Les Jumbo en plus ils ont fait le forcing dès le pied de l'ascension, donc ça aurait pu exploser rapidement, mais voilà, il a su rester calme même s'il était esselé, parce que voilà, Ilan Van Wilder avait été lâché, puis il est revenu, il est retombé un peu avant l'ascension, et derrière voilà, Remco il s'est débrouillé tout seul en dernière ascension, et il a vraiment bien tenu. Il a pris ses responsabilités en roulant devant Roglic et O'Connor. Alors peut-être qu'il aurait pu s'économiser à un moment donné, et c'est lui qui a pris ses responsabilités. Et derrière, voilà, sur les 2-3 derniers kilomètres, il lâche un peu de temps, mais franchement, c'est pas rédhibitoire. Et voilà, la marge qu'il a avant la dernière semaine, elle reste importante, et ça peut lui permettre de tenir. Il y a cette journée de repos qui doit lui faire du bien avant d'entamer cette dernière semaine qui promet du spectacle, avec derrière Mas, Roglic qui vont tout faire pour le faire craquer. Par rapport à Remco Evenepoel, aussi, la façon dont il est entouré, son équipe Quick-Step autour de lui, là aussi, c'est satisfaisant, c'est bien, même si il y a quand même aussi Julien Alaphilippe qui n'est plus là, et c'est un élément qui est un équipier très costaud en moins, quoi. Oui, je pense que
Enfin, je pense que c'est une perte quand même assez lourde, la perte de Julien Lafilippe. Après, en fait, la chance qu'il a, c'est que bon, il a une équipe plutôt forte, mais pas non plus, elle n'est pas dominante. Voilà, elle fait le travail, on va dire. Mais en fait, les étapes ne sont pas propices pour des mouvements de loin, donc ne nécessitent pas non plus une giga équipe derrière soi qui peut bah, du coup intervenir sur, je sais pas moi, rouler pendant 40 bornes, se relayer, etc. Enfin, il y a moins ces besoins-là, et du coup, ça fait que bah, justement la présence de Van Wilder et Vervaek, ça suffit quasiment à eux deux, à épauler Remco jusqu'à 10 bornes de l'arrivée, et puis là, bah, ils se démerdent. Oui, de toute façon, voilà, Ilan Van Wilder, Louis Verweg, c'est eux qu'on voit principalement. Les autres équipiers de Remco Evenepoel ne sont plus vraiment là quand la pente s'élève. Donc il faudra voir, hein, notamment sur cette dernière semaine où on n'aura plus ces courses de côte qu'on a eu pendant 2 semaines. Ça sera des physionomies de courses un petit peu différentes. Et aussi un élément qui sera à prendre en compte, hein, pour Remco Evenepoel, vous en avez un petit peu parlé, c'est le fait que là on va arriver dans une 3e semaine de grand tour. Il y aura déjà 2 semaines de passé. Sur le seul grand tour qu'il a disputé, il avait abandonné après la 17e étape et au lendemain de la dernière journée de repos, il avait eu beaucoup de difficultés, certes dans le froid de Cortina d'Ampezzo, mais donc il faudra voir comment est-ce que cette dernière semaine sera gérée par le Belge. Et donc du coup, d'où ma question, sachant qu'on a Primoz Roglic à 1 minute 34 de Remco Evenepoel et Enric Mas à 2 minutes 01, que peut-il se passer sur cette dernière semaine de la Vuelta? J'ai envie de dire que tout est possible. Même si le parcours est pas vraiment alléchant, il n'y a pas vraiment de super étape où on a l'impression qu'il va y avoir de grosses différences. Va falloir jouer sur le collectif. Jumbo-Visma a de très bons coureurs pour essayer de mettre en difficulté la Quick Step, mais voilà, il n'y a pas de super étape où on se dit oh, celle-ci, il va se passer super plein de choses et il y a moyen de renverser le général. Non, ça va falloir être tactique et peut-être profiter de concours de circonstances pour mettre en difficulté Remco Evenepoel. Mais comme tu l'as dit, la dernière semaine, ça reste particulier et on n'est pas à l'abri d'un déclin de Evenepoel, mais aussi bien de Roglic ou de Mas, même si Mas semble être à son top parce que c'est son tour national, on ne le voit pas craquer, mais voilà, tout est possible et on peut avoir des défaillances sur une 3e semaine, surtout là on est au mois de septembre, la saison commence à être longue, donc ça peut augmenter le risque d'avoir des défaillances chez certains leaders et d'avoir peut-être un 3e larron surprise parce qu'un des 3 aura craqué devant, c'est pas impossible. Oui, justement, par rapport au fait de cette dernière semaine, j'ai évoqué le sujet concernant Evenepoel. Toi, tu penses que ça peut jouer un rôle au niveau de la récupération concernant Evenepoel, ou il saura bien gérer ça? Bah, ça peut jouer, voilà. Comme tu l'as dit, on n'a pas vraiment de référence pour Evenepoel sur 3 semaines complètes, donc ça reste une interrogation. Alors on peut jouer de paris et dire oh bah c'est bon, il va tenir ou oh il va pas tenir, c'est impossible. Honnêtement, moi, j'en sais rien, c'est une possibilité qu'il craque, mais c'est aussi possible qu'il puisse tenir. Mais comme on l'a jamais vu sur 3 semaines, on peut vraiment pas avoir de certitude là-dessus. Et c'est là où cette dernière semaine, elle promet d'être intéressante. C'est est-ce qu'il peut craquer, est-ce qu'il peut avoir un jour sans et perdre totalement la Vuelta, c'est possible. Théo, est-ce que Primoz Roglic a les moyens de reprendre une 30 sur cette dernière semaine? Est-ce que Enric Mas a les moyens de reprendre 2 minutes sur Remco Evenepoel sur les étapes qui restent à courir? Bah, c'est pas simple à dire. Moi, je regrette vraiment de pas avoir un parcours qui soit propice à des mouvements de loin, des trucs comme ça. C'est même si en fait, c'est pas trop c'est plutôt des enchaînements de cols, mais les cols sont tellement roulants que ça semble trop simple de contrôler par rapport à ce que ça pourrait être. Après, à voir, hein, c'est les coureurs qui font la course, la phrase bateau, mais c'est un peu vrai. Et malgré tout, il y a moyen. Et surtout que, par rapport à ce que Louis disait, c'est que on l'a un peu vu quand même sur 3 semaines. On a vu qu'il avait craqué, mais après c'est un seul cas, c'est la seule fois où il a fait.
Du coup, on ne peut pas faire de ce cas-là une généralité, c'est sûr. Mais voilà, on a déjà vu que bah, il pouvait craquer physiquement et peut-être parce qu'une mauvaise préparation, le froid, enfin, il y avait plein de possibilités. Mais il peut craquer en troisième semaine, comme bah, il a aussi la possibilité de juste être, voilà, de continuer sur un rythme de croisière qui fait que bah, peut-être qu'il gardera juste une minute d'avance, il perdra 30 secondes en tout, et puis il gagnera quand même, il s'imposera sur la Volta. C'est pour moi le scénario le plus favorable. Enfin, le plus, qui a le plus de chances de se produire. Mais il faut pas non plus dire qu'il a entièrement gagné la Volta, c'est sûr, c'est gagné. Blablabla. Donc selon toi, sur les étapes qui restent à courir, Remco Evenepoel ne devrait pas être trop mis en danger. Bah, en fait, j'ai du mal à le voir perdre beaucoup de temps. C'est ça le problème. Genre une minute, de voir perdre une minute sur une étape, ça me semble improbable. Mais qu'il me fasse mentir, hein, moi, y a pas de problème. Mais là, en regardant le parcours et un peu les états de forme, je vois pas comment il pourrait perdre une minute, quoi. Après oui, cette dernière semaine, on n'a plus vraiment de col très pentu. Par contre, comme vous l'aviez dit un petit peu, on a un peu des enchaînements de cols. Et notamment la 20e étape, j'aurais qu'on s'attarde un petit peu dessus. C'est une étape qui est relativement similaire à la 20e étape de la Volta 2015, là où Fabio Aru avait renversé Tom Dumoulin. Est-ce qu'on peut imaginer un scénario qui se retrouve finalement un peu similaire avec, je sais pas, Enric Mas et la Movistar, Primoz Roglic à Jumbo-Visma, qui lance un grand coup d'équipe, un grand coup tactique pour venir renverser Remco Evenepoel sur cette succession de montées? Sur ce genre d'étape, il faut profiter d'alliances de circonstances, comme disait notre très cher Thierry Adam. Sur ce genre d'étape, voilà, c'est se créer des alliances qui peuvent permettre à plusieurs corps de pouvoir subvenir à leurs intérêts différents. Roglic peut très bien se retrouver avec un coureur qui veut viser la victoire d'étape, que ça roule ensemble, et puis derrière, ça va au bout. Enfin, il y a plein de. C'est là où justement je disais que tactiquement, va falloir trouver une opportunité et saisir et la saisir surtout parce que il n'y en aura pas 50 sur cette dernière semaine et si voilà, il faudra prendre des responsabilités et puis tenter quelque chose pour renverser Evenepoel s'il n'a pas de journée sans et l'avoir tactiquement, c'est possible. Mais justement, profiter d'avoir une équipe performante et puis de trouver des alliés sur certaines étapes en fonction des divers intérêts entre eux. Peut-être par exemple que trouver un coureur qui peut monter sur le podium à la place d'Henrik Mas défaillant et justement voilà, avoir deux équipes enfin collaborer enfin je me perds un peu mais trouver le moyen d'avoir des intérêts différents et que ça mène au même but, c'est-à-dire reprendre du temps à des adversaires et c'est comme ça qu'on peut renverser un concurrent. Théo, de ton côté, qu'est-ce que tu penses notamment de cette 20e étape hein? En fait, il y a une étape voilà, qui est intéressante pour des coups de loin, c'est la 20e étape parce que bah, il y a vraiment pas mal de cols qui s'enchaînent. Ça fait penser à 2015. Beaucoup d'équipes auront en tête bah, du coup le dénouement de 2015 qui a été un renversement. Donc il faudra le faire. Maintenant, il faudra compter du coup sur bah, des équipiers pour ce faire. Et, Est-ce que c'est là justement bah, que là, Remco Evenepoel peut être mis en difficulté avec seulement entre guillemets Verweyck et Van Wilder à ses côtés quand ça monte? Oui, bah justement, c'est ça. Il faudra lancer de loin pour les fatiguer, typiquement sur les deux premiers cols, et ensuite bah, faire des attaques où là, ça va être à Remco de faire les efforts, ou alors de ne pas les faire si juge qu'il faut pas. Enfin, en tout cas, le fatiguer enfin le harceler. C'est sûr que c'est cette étape-là sur laquelle il faut faire. Après, les équipes en sont-elles capables? Ont-elles la force de frappe pour le faire? Ça, je suis pas sûr. Parce que ouais, il y en a une qui serait capable de le faire, c'est Ineos, je trouve, en termes d'effectifs, sauf que bah ils jouent pas la gagne, ou ils sont trop loin pour jouer la gagne. Oui, ou alors Donc il y a UAE, mais c'est la même chose un petit peu. c'est ça, UAE, voilà, ils en ont deux, enfin ils en ont même trois avec Solaire, qui sont très bons, mais pareil, ils sont pas là pour jouer la gagne. Enfin, ils sont pas là pour jouer la gagne. Ils sont trop loin pour l'instant pour jouer la gagne. Donc c'est-à-dire que cette fin de Vuelta, ça va se jouer sur l'aspect tactique principalement. Bah sur évidemment le niveau physique, mais je pense pour faire des écarts, ça sera l'aspect tactique, oui. Bon bah ça sera d'autant plus intéressant à suivre que par rapport à des pures courses de côte où la hiérarchie se distingue finalement plus ou moins naturellement. Là, il y aura un petit peu un jeu du chat et de la souris, un jeu tactique pour savoir comment les équipes placent leurs pions et vont essayer de jouer les victoires, sachant que
Par exemple, un Primož Roglic, triple vainqueur de la Vuelta, a peut-être tout intérêt à tout miser pour essayer de gagner, parce que un podium changerait peut-être pas grand-chose pour lui. Ah oui, ben, moi c'est ce que je m'attends à voir du côté de la Jumbo, c'est que Roglic, c'est bon, il veut gagner une 4e fois, il veut pas faire 4 podiums d'affilée, c'est nul. Du coup, il faut qu'il le fasse. Après, bah, c'est un peu le problème avec les courses tactiques, enfin, les courses qu'on s'attend à être tactiques, c'est qu'il y a des moments, bah, ça peut vraiment accoucher d'une souris et il peut ne rien se passer et ils finissent à 5 en haut d'école et bon, il y a aucun écart. Mais s'il y a enfin, si ça lance de loin, s'il tente des coups, ça peut être très intéressant. Alors après, un petit mot sur Primož Roglic également, parce qu'il y a eu une petite polémique qui est sortie ces derniers jours avec le physiothérapeute de Primož Roglic qui a accusé, qui a dit que l'équipe Jumbo-Visma avait fait courir Roglic alors qu'il aurait dû se reposer, soigner ses blessures, que ce soit notamment sur le Tour du Pays Basque ou le Tour de France. Donc il n'arriverait pas forcément à 100% de ses capacités. C'est quelque chose que vous avez remarqué, Roglic qui est pas totalement à fond, qui est pas dans ses meilleures dispositions intrinsèquement. Bah, à fond, je pense qu'il l'est, hein. Il se donne à fond. Il a aligné sur Oui. une course, il va pas la faire en demi-teinte. Est-ce qu'il est à 100%? Non. Enfin, c'est clairement pas son meilleur niveau sur cette Vuelta. Il y a même pas à chercher autre chose, mais il fait avec les moyens qu'il a. Alors après, moi je suis pas spécialiste. Roglic, je connais pas son corps. Je suis pas médecin non plus, donc c'est dur de se prononcer à notre échelle là-dessus. Il y a des spécialistes qui sont là pour ça normalement, et que ça soit du côté de l'entourage de Roglic et dans l'équipe Jumbo-Visma. Et pour moi, si on l'anime sur un grand tour, c'est qu'il est quand même à un niveau physique assez suffisant. Mais par contre, c'est vrai que le témoignage du physio de Roglic, il est intéressant et il laisse place à pas de la suspicion, mais il y a des interrogations de pourquoi une polémique se déclenche là-dessus. Est-ce que, pourquoi la Jumbo-Visma ferait courir Roglic blessé? À notre échelle, on aura du mal à rentrer dans un des camps, mais c'est vrai que ça laisse quelques interrogations et pourquoi une polémique comme ça se déclenche. Après, je sais pas si c'est vraiment le sujet du podcast de débattre de l'alignement de Roglic sur un grand tour alors qu'il est blessé. À notre échelle, c'est vraiment dur de se prononcer là-dessus. On n'a pas tous les éléments pour se prononcer. Oui, à partir du moment où on n'a pas le dossier médical de Primož Roglic, on n'a pas toutes les informations, on a juste une vision superficielle, donc compliqué un peu de se prononcer. Après voilà, on verra si Primož Roglic a déjà ne serait-ce que les jambes pour aller remporter cette Vuelta. On verra bien ça sur les 6 dernières étapes de ce Tour d'Espagne. Et pour finir sur le classement général, vous avez évoqué un petit peu l'équipe UAE, l'équipe Ineos, avec justement Juan Ayuso, Carlos Rodriguez et je vais ajouter Miguel Ángel López. Ce sont 3 coureurs qui sont placés 4, 5 et 6 au général, qui sont à peu près 5 minutes de Remco Evenepoel. Est-ce que vous les voyez jouer un rôle dans la lutte pour le général, dans la lutte que ce soit pour la victoire, pour le podium, etc. Et si oui, quel rôle sur ces dernières étapes? Bah, a priori non, mais on sait jamais. Comme je l'ai dit, on n'est pas à l'abri de voir des défaillances de n'importe qui. Donc derrière un classement général, ça peut vite se chambouler sur une défaillance, plusieurs défaillances d'ailleurs. Et oui, avant cette 3e semaine, Juan Ayuso est à 5 minutes d'Evenepoel, donc on se dit c'est impossible, il va rien se passer. Et voilà, on ne sait jamais, une défaillance, ça arrive vite, et surtout quand on voit que le Roglic il est pas à 100%, que Evenepoel il n'y a pas de certitude sur 3 semaines. Enric Mas, je sais pas, c'est un peu un cas à part. On a l'impression qu'il ne peut pas lui arriver grand chose. Il est à domicile et ça peut très bien se passer pour lui. Mais voilà, Enric Mas peut gagner la Vuelta. Derrière, ça semble plus loin, mais on ne sait jamais ce qui peut se passer. Et on en a parlé avec l'étape où on peut avoir des tactiques de course qui se mettent en place. Derrière, tout est possible et on n'est pas à l'abri qu'un Ayuso, Rodriguez, Lopez ou peut-être moins Lopez, mais Almeida, même si Almeida est plus loin, viennent se rajouter à la lutte pour les trois premières places du podium. Si ce n'est mieux, on ne sait jamais. Théo, qu'est-ce que tu en penses? Tu peux les imaginer se mêler à la lutte? Bah en fait, je vais un peu dans le même sens que Louis a dit, mais en fait, c'est ça, en fait, le seul moyen pour eux d'être dans la lutte, c'est je pense qu'il faut qu'il y ait une défaillance en haut. D'eux-mêmes, ils auront du mal à avoir un impact de pouvoir jouer le podium. Par contre, un gros impact qu'ils peuvent avoir, c'est si il y a des mouvements de loin, eux, ils peuvent partir avec et collaborer pour essayer de reprendre du temps
à leur du coup à leurs concurrents directs qui sont du coup les autres et ça peut être très intéressant je pense typiquement pour une 20e étape voir je sais pas moi un Ayuso partir avec Mas et les Espagnols s'enflamment et c'est parti quoi c'est une possibilité et là du coup ils rouleraient chacun pour leurs propres objectifs mais leurs propres objectifs ils coïncident et ça peut permettre d'aller loin. Ça, c'est un truc que je verrais bien, mais c'est du coup un impact indirect sur la lutte au classement général, enfin au classement final, à la victoire finale. C'est le genre d'allié aux circonstances dont tu parlais tout à l'heure. Oui, c'est ça, dont Louis parlait tout à l'heure, c'est exactement ça. Ceux-là, ça peut être également pour la victoire d'étape, comme il disait, mais ça peut être également un meilleur classement général, tout simplement. Si je regarde les 6-7 premiers du général, ceux qui ont le plus de risques d'être esselés tactiquement, c'est Remco Evenepoel et Enric Mas. En termes d'homogénéité d'équipe, je trouve que c'est les deux qui ont le plus de chances d'être esselés. Alors c'est peut-être les deux plus forts de la course. Donc c'est là que ça devient intéressant. C'est que si on veut les piéger, faut les battre, faut les mettre tout seuls lors d'une étape en partant de loin. Et en plus, Enric Mas c'est le 3e, donc c'est celui dont on veut peut-être aller déloger du podium. Et Evenepoel c'est le 1er, donc c'est celui dont on veut déloger de son maillot rouge. Donc en fait, toutes les équipes, je parle de la Jumbo-Visma, de UAE, de Ineos et voire de Astana avec un De La Cruz ou un Nibali qui peuvent venir aider Miguel Angel Lopez, ont intérêt à mettre en difficulté ces deux coureurs-là qui ont peut-être le plus de chances d'être esselés tactiquement. Donc en tout cas, cette dernière semaine est promet pour vous. Il y a de quoi voir de belles choses, de beaucoup. Elle peut, mais ça reste. En fait, on n'est pas sûr. Là, vraiment, il n'y a aucune certitude sur ça va partir dans tous les sens à 100 km de l'arrivée. On n'a aucune certitude vis-à-vis de ça, mais ça peut arriver. Donc rien que la perspective de voir ça arriver, ça nous donne, ça nous rend heureux, quoi. Mais après, on peut, comme je disais, on peut vraiment avoir une course très très chiante pendant une semaine. Hein. Faut pas l'omettre cette possibilité. Et après aussi, petit élément qui me vient en tête, qui rentre en compte pour pas mal d'équipes en cette fin de saison, c'est la course au point pour rester en World Tour. Ça va concerner notamment l'équipe Movistar dans les coureurs qui jouent le général. Si Enric Mas assure le podium, il va marquer quasiment suffisamment de points pour assurer le maintien en World Tour de Movistar. Est-ce que justement ça peut pas freiner un peu Enric Mas, la Movistar, à se dire on va d'abord assurer le podium parce qu'on a besoin de ces points-là, bon, on n'a pas envie de prendre trop de risques. Je sais pas. En vrai, j'avais pas pensé à ça et c'est une possibilité. Ça me ferait chier personnellement, mais c'est possible que ils se disent bon on prend pas de risque, on assure un top 2, top 3 et la victoire on la prend seulement si elle nous tombe dessus quoi, mais on n'ira pas la chercher. Franchement, ça serait dommage parce que je pense que la Movistar va quand même s'en sortir sur cette année. Mais c'est vrai qu'ils sont un peu ric-rac et si tout d'un coup Mas explose complètement, ce serait un peu dramatique pour eux. Mais franchement, j'aimerais pas voir ça, mais c'est une possibilité qui est pas à négliger. Bon, bien, faudra voir ça, suivre ça. Et oui, à titre indicatif, pour dire au niveau du classement UCI, actuellement, l'équipe Movistar est la 18e équipe sur le classement sur les 3 années. Donc, dernière place qualificative directement pour le World Tour l'an prochain, avec à peu près 400-500 points d'avance sur la 19e équipe qui est Lotto Soudal. Après le classement général, on va passer aux coureurs qui se sont mis en évidence pour les victoires d'étape. Il y a 2 coureurs en particulier, chacun à une semaine. Jay Vine en première semaine, vainqueur de 2 étapes, et désormais porteur du maillot à pois. Puis Richard Carapaz, l'équatorien, qui a remporté également 2 étapes sur la 2e semaine, Peñas Blancas et la Sierra de la Pandera. On a finalement vu plutôt des échappés aller remporter les étapes de montagne un petit peu. Qu'est-ce que vous en avez pensé ? Moi j'aime bien, ça permet de varier. En plus c'est des coureurs que j'aime bien, Jevine et Carapaz. Donc vraiment, moi ça. En vrai, comme tu dis, en fait, je crois qu'il y a aucune étape qui est revenue vraiment un joueur qui n'était pas dans l'échappée. Si, la première victoire de Jevine. Mais sinon, à part ça, toutes les étapes de montagne, c'était que dans les échappées. Donc sincèrement, moi j'aime bien. Je sais que ça plaît pas forcément à tout le monde. Moi je suis client, donc je vais pas m'en plaindre. Louis, qu'est-ce que tu en as pensé ? Est-ce que toi tu es pro échappé ou pro favori ? Ouais, j'aime bien quand il y a un petit peu les deux, pas quand c'est que d'un côté ou que de l'autre. Voilà, après, Jayvan, il est arrivé dans une position un peu inattendue sur cette Vuelta.
Alors sur la première étape qu'il gagne, on le laisse un peu faire, on se dit pas qu'il va tenir jusqu'en bout, donc derrière ça lui sourit. Il a très bien eu raison de faire ça. Sur la deuxième, il va en costaud et ça surprend moins de monde parce que il s'était déjà imposé quelques jours avant. Mais du coup, c'est une belle surprise, c'est une belle révélation de Jaiwan pour beaucoup. On connaît un petit peu son parcours et qu'il est arrivé en tant que professionnel grâce à une application d'home trainer à domicile. Je vais pas la citer, mais voilà, tout le monde la connaît. Sponsor du Tour de France Femmes pour c'est ça. quitte à pas dire son nom. Mais voilà, il est arrivé un petit peu surprise et puis voilà, il a bien su saisir sa chance, donc bien joué à lui. Et ensuite, on a Richard Carapaz, dont on avait évoqué en préparation qu'il pourrait être trop juste pour le général et se rabattre sur les victoires d'étape. C'est ce qui s'est passé. Il a très bien joué le coup à 2 reprises, donc c'est le top pour lui. Et enfin, on peut également citer Thymen Arensman sur l'étape de hier en Sierra Nevada, où il fait vraiment un super numéro de gestion dans la dernière ascension, où il reprend Marc Soler à mi-pente et derrière il résiste parfaitement au retour de clients avec notamment Mas et Lopez qui étaient soucis du peloton, mais également dans le groupe de poursuivants. Il y avait quand même des coureurs comme Jay Hindley et Louis Meintjes. C'était pas trop des mauvais grimpeurs. Il a fait une super ascension pour leur mettre 1 minute 30 comme il l'a fait. Fallait être costaud et Thymen Arensman, il peut très bien également être un bon larron en 3e semaine. À se mettre dans la poche sur une étape, sur un coup tactique, on en parlait tout à l'heure. Mais typiquement, quand on voit la forme d'Arensman, c'est un coureur qui devrait être très très fort sur cette dernière semaine et avec qui, si on a une alliance de circonstances pour un favori du général, Arensman qui vise l'étape et qui collabore avec un leader du général qui veut récupérer du temps sur un autre adversaire, c'est typiquement ce qui peut arriver sur l'étape de dernière semaine. Et puis, quitte à citer des coureurs qui se sont imposés en échappée, on a aussi par exemple Luis Meintjes qui s'est imposé à Les Fraieres, qui fait un petit peu la même course qu'il a fait sur le Tour de France, savoir partir en échappée pour remonter au général, et avec cette fois là, une victoire d'étape qui était sa première victoire en World Tour de sa carrière. Alors après justement, vous l'avez dit, il y a beaucoup de victoires en échappée. Si on regarde les victoires qui sont pas revenues à des échappées, c'est les sprints de Sam Bennett, de Caden Groves et de Mats Pedersen. Et puis sinon, c'est Primoz Roglic à l'arrivée dans le Pays Basque, plus Jay Van 2 jours plus tard. Comment est-ce qu'on peut expliquer le fait que autant d'étapes soient revenues à des échappées que simplement qu'il y ait tellement de coureurs qui sont intéressés par des étapes que ça se fait naturellement? Il y a ça, et il y a aussi le fait que on a parlé de l'équipe de Remco. C'est en général eux qui sont censés rouler, etc. Ils n'ont pas une équipe de fous, ils vont pas non plus se mettre à mal pour reprendre tout le monde. En plus, Remco, c'est pas celui qui a la plus grosse pointe finale, donc s'il y a des bonifs à faire, c'est pas trop. Enfin, il va peut-être essayer d'en choper, mais ça va être difficile. En vrai, c'est assez logique en fait quand tu vois que la Quick Step est un peu diminuée et n'est pas la meilleure équipe. Il laisse faire et puis c'est les autres équipes qui viennent défendre, un peu comme il s'est passé sur l'étape 15 d'hier, où c'est du coup la G2R qui a roulé un petit peu pour O'Connor, qui se sentait bien et qui du coup avait pas envie de perdre trop de place. Franchement, c'est logique. Sincèrement, voilà, c'est logique vu la physionomie de la course et qui est en tête en fait. Oui, puis après, justement, le sujet des bonifications concernant Evenepoel, c'était Evenepoel lui-même qui l'avait dit sur une des étapes, je me souviens plus précisément laquelle, mais qui disait le scénario parfait, c'était que les échappés prennent les bonifications, même si finalement Evenepoel était le plus fort des leaders, il voulait pas prendre ce risque de perdre du temps, de perdre quelques petites secondes de bonification. Louis, autre chose à ajouter sur ces multiples étapes qui reviennent aux échappés? Ouais, mais c'est un peu ce que disait Théo, c'est qu'il n'y a pas vraiment d'équipe qui veulent contrôler la course. Quick-Step n'a pas non plus envie, donc voilà, ça se joue entre échappées. L'échappée, elle prend du temps et c'est quelque chose dont on avait déjà un peu parlé sur le podcast de présentation par rapport à Brian Cocard, où c'était le danger. Pour les sprints, ça se passe plutôt bien. Les équipes de sprinters prennent leurs responsabilités, mais c'était un peu la crainte générale pour des coureurs qui pourraient être intéressés par la victoire d'étape, de rester dans le peloton et puis de pas avoir d'autres équipes pour collaborer et contrôler l'échappée. Et c'est ce qui se passe sur toutes les étapes de montagne notamment, un peu moins sur les sprints puisque entre Bennett, Groves et Pedersen, les sprinters ont eu des opportunités de victoire d'étape.
En tout cas, sur les étapes de montagne, il n'y a pas d'équipe qui veulent contrôler la course et permettre à leur leader de se jouer la victoire. Donc les échappés, ils prennent du terrain et ils se jouent la victoire. Et ça donne aussi de très belles échappées, avec Oui, un c'est ça. gros En plus palmarès. de ça, c'est ça, comme tu dis, en plus de ça, c'est pas n'importe qui gagne à chaque fois, hein. Genre, Solaire, c'est pas n'importe qui. J-Vine, il s'est découvert, mais il a quand même gagné en costaud sur une étape, donc voilà, c'est pas non, c'est devenu quelqu'un. Menties Carapaz et Arnsman, voilà, c'est des très beaux noms, c'est des gros rouleurs. Voilà, et quoi, il y a celle de, même Rezo Serrada, c'est un bon grimpeur, donc en vrai, c'est que des que des beaux vainqueurs à chaque fois. Il n'y a pas de vainqueur un peu au rabais, même si c'est méchant de dire ça, mais qui semble moins bon de base que, voilà, là, c'est des top coureurs qui gagnent des étapes, donc c'est normal. Par rapport aux étapes, vous avez évoqué rapidement les sprinters, on en parlera principalement la semaine prochaine, puisqu'ils ont quand même 2 sprints encore à jouer, à disputer. On a eu 2 victoires de Sam Bennett, une victoire de Caden Groves et une victoire de Mats Pedersen sur un sprint en boss devant Brian Cocard. Mats Pedersen qui a quasiment assuré, on va dire, son maillot vert, si tant est qu'il aille au bout de cette Vuelta, puisqu'il a 173 points d'avance sur son dauphin, qui est Fred Wright, qui a marqué des points grâce à 2 échappées principalement. Donc le maillot vert devrait très probablement finir sur les épaules de Mats Pedersen. Et pour finir ce podcast, on va parler des performances de nos Français sur ces 2 premières semaines de cette Vuelta. Alors déjà, une première question sur ces 15 premières étapes. Qu'est-ce qu'on va retenir? On a d'un côté du positif, hein, le podium de Brian Cocard, le maillot rouge de Rudy Mollard pendant une journée, et de l'autre, la malchance avec l'abandon de Pavel Sivakov qui est touché par le Covid. On a la grosse chute de Julien Lafilippe qui doit abandonner dans une année complètement galère. Qu'est-ce que vous retenez du côté de nos Français? Je pense que tu as plutôt bien résumé la chose, Mathieu. Après, on pourrait aussi ajouter, c'est l'idole de beaucoup, donc Thibaut Pinot qui est pas à une forme pour l'instant suffisante pour gagner une étape. En tout cas, il s'est jamais trop mis en évidence, à part une 4e place où il a été battu par plus fort, et je crois que c'était Jayvan d'ailleurs, non? Tout à fait. Qui gagne sur l'étape là. Il est battu par plus fort, donc il peut pas faire grand chose de plus. On voit qu'il a du mal sur les quelques étapes en intégralité qu'on a eues, de prendre les échappées en début d'étape. On sent qu'il veut essayer d'économiser des forces, ce qui est une bonne stratégie en soi, mais parfois ça pourrait lui coûter de prendre la bonne échappée et de vraiment pouvoir jouer la victoire d'étape. Alors on le voit derrière en fin d'étape s'accrocher et se tester en tout cas aux côtés des leaders pour le général, et puis il finit par se laisser distancer parce que ça va trop vite, et on voit que sa forme elle est quand même pas top, et malheureusement je crains que Thibaut Pinot ne puisse pas gagner l'étape. Alors ça se trouve il va me faire mentir dans 3 jours et je serai à fond sur mon canapé en train de célébrer la victoire, mais c'est pas le chemin qui est en train d'être pris pour l'instant, et voilà, j'attends. On a quand même quelques petites déceptions. C'est sûr que tu as parlé de la malchance française, mais il y a des coureurs qui sont pas forcément au niveau auquel on les attend. Du côté de la G2R, la mondiale, ça reste assez pauvre. Champoussin, on l'a vu aussi sur 2 échappées, mais il est pas au niveau des grimpeurs. Enfin, c'est sur l'étape que remporte Carapaz, il est complètement largué en mi-côte, et on n'y croit pas. Pour l'instant, c'est pareil, son niveau est pas suffisant, mais à l'image de l'année dernière, il se réveille un petit peu sur la dernière étape et il vient nous chercher une super victoire. Donc c'est des coureurs qui peuvent se réveiller sur une étape et venir chercher le succès. Faut prendre cette dernière semaine avec de l'espoir, mais c'est vrai que le niveau affiché par les Français est pas top. Je pense qu'un Hans Peters est capable de beaucoup mieux. Bon, tu as parlé de Rudy Mollard, mais dans l'équipe, je pense qu'un Armirail est pas au top. Mais par exemple, un Quentin Paché fait une bonne Vuelta, il se monte sur certaines arrivées, il tente d'aller chercher des bonnes placettes, ce qu'il fait plutôt bien. Un Rémi Cavagna passe pas loin de remporter le chrono, mais il tombe sur Evenepoel qui était beaucoup trop fort. Voilà, il y a du bon, il y a du moins bon, mais pour l'instant, symboliquement, c'est pas top. Et si j'ai une petite stat à relever par rapport à l'étape de hier sur un Sierra Nevada, je sais pas si tu l'as vu sur le forum, mais sur l'étape de Sierra Nevada, donc Thibaut Pinot termine 38e et premier français de l'étape. La dernière fois que ça arrivait, c'était sur la 21e étape en 2011. Un Français, le premier français de l'étape, n'a jamais fini aussi loin depuis 10 ans. C'est symbolique, tu vois, il n'y a pas d'analyse à tirer de là-dessus, mais ça montre bien que sur cette Vuelta, pour l'instant, les Français sont pas à un super niveau. Alors évidemment, on a moins de Français sur la Vuelta qu'au Tour ou sur d'autres courses,
le calendrier en septembre-octobre est très... Il y a plein de facteurs Voilà. combinés, hein. Voilà, que ce soit C'est ça. des coureurs qui sont moins en forme, des coureurs qui n'en sont plus là, alors qu'ils étaient au départ avec de belles ambitions. Oui, puis le calendrier est très vaste, donc les Français peuvent pas être partout et ça explique aussi pourquoi les Français sont pas forcément au niveau auquel on pourrait attendre. Voilà, il y a plein de facteurs, mais en tout cas, c'est sûr qu'on est un petit peu sous notre faim en tant que supporter français. Et justement, concernant Thibaut Pinot, tu parlais de sa difficulté à aller accrocher des échappées. Bon, faut quand même signaler aussi que ça bastonne pas mal en début d'étape et que fatalement tu peux laisser des forces. Un élément aussi qui peut peut-être entrer en compte, c'est que Thibaut Pinot, il a beaucoup couru cette saison. Il a déjà couru 78 jours de course. Il n'a fait plus qu'une seule fois dans sa carrière, en 2013. Sachant que l'année dernière, il avait assez peu couru, donc ça fait peut-être beaucoup pour lui, beaucoup de fatigue qui a accumulé. Ouais, mais je pense que c'est voulu aussi dans l'optique de reprendre de la caisse après la saison complètement réduite qu'il a pu faire après sa blessure au dos. Je pense que c'est voulu. Après, il fait avec les moyens qu'il a, il donne tout et ma foi, peut-être que ça sourira la semaine prochaine, on ne sait pas. Mais je pense que c'est voulu et hormis l'objectif Vuelta, c'est l'objectif de Pinot. Je pense qu'il a encore les classiques italiennes à faire en fin de saison et l'objectif, c'est de courir beaucoup. Alors, il va finir cette saison totalement fatigué, ça c'est sûr, mais c'est voulu, je pense. Théo, de ton côté, le bilan intermédiaire de nos Français, coureurs français, qu'est-ce que tu en dirais? Ouais, bah, je suis plutôt d'accord avec ce que vous avez dit, hein. C'est à mettre quand même en fait enfin, faut relativiser du fait que bah, de base le contingent français était pas fou. Pour moi, il y avait trois têtes de file. C'était vraiment Sivakov, Alaphilippe et Pinot. On en a perdu deux sur les trois et Pinot, bah, il peut encore en gagner une, mais voilà, il semble pas en forme. Donc oui, c'est pas fou clairement parce qu'il n'y a pas de victoire, il y a eu juste un maillot rouge, mais en même temps, bah, c'était difficile de s'attendre à vraiment beaucoup mieux. Comme je disais juste avant, les vainqueurs d'étape sont vraiment tous vraiment des gros coureurs, des top coureurs. Là, ça aurait été genre voir un Paché gagner, ça aurait été pas une grosse surprise, mais en même temps, c'est, je pense, un moins bon coureur qu'à tous ceux qui ont gagné une étape cette Volta. Donc c'est pas simple. Sincèrement, c'est dommage parce que bah il y a quand même il y avait quelques ambitions, mais avec les abandons maintenant, c'est compliqué. Donc avec la situation dans laquelle on est, si au final on n'a pas de victoire à l'étape française, ça serait pas une déception ou un peu quand même? Bah, c'est une déception parce que bah il y en a pas, mais il y a des circonstances atténuantes en fait. C'est ça que je veux dire. D'accord. Et justement, vous, comme ça rapidement, pour finir, vous y croyez une victoire de l'étape française sur cette dernière semaine? Franchement, Cocard, il peut en gagner une, hein. C'est celui qui est bon. C'est fou que je dise ça quand même parce que Cocard qui gagne en World Tour, mais il peut en gagner une. Moi, j'y crois. Et Louis, tu y crois? C'est possible. Par exemple, dès demain, hein, sur l'étape, s'il arrive à passer on voit le final, il est assez intéressant avec une petite cote de 600 mètres à 8%. Donc, c'est le genre de finale où il peut se mettre en évidence, mais il faudra être dans le bon groupe qui joue la victoire. Et ça peut très bien être une échappée qui prend 20 minutes. Et dans ce cas-là, Cocard, s'il est en pression, c'est mort. Mais s'il arrive à être dans le bon groupe, voilà, c'est possible. Et on n'est pas à l'abri, comme je l'ai dit, d'un réveil, d'un Champoussin en montagne, avec l'accumulation des jours de course et sa bonne faculté à récupérer, comme il l'a fait l'an dernier, à aller chercher une victoire d'étape en montagne. On n'est pas à l'abri, c'est possible. Mais il va falloir être opportuniste, parfois jouer tactiquement et avoir un petit facteur chance dans la tactique de course. Et c'est possible. Faut pas les enterrer, les Français. Et on espère qu'ils vont briller, c'est sûr. Mais c'est sûr qu'en ayant éliminé Alaphilippe et Sivakov, bah, ça réduit évidemment nos chances. Bon, bah, très bien, on va croiser les doigts, on va espérer une victoire d'étape française et puis on verra déjà peut-être dès ce mardi avec pourquoi pas Brian Cocard au sprint, l'arrivée à Tomares avec un final légèrement vallonné. On verra ça, on suivra ça. Bien voilà, avec tout ça, on arrive à la fin de ce podcast sur la Vuelta, podcast intermédiaire de la Vuelta. On se retrouvera bien évidemment la semaine prochaine pour débriefer le Tour d'Espagne une fois qu'il sera terminé. Et avec Louis, Théo, petite question pour finir, petit pronostic évidemment. Dimanche prochain, qui sera le vainqueur de la Vuelta pour vous? Je vais tenter Roglic. Et Louis? J'hésite beaucoup, mais j'annonce que Remco Evenepoel va tenir avec son maillot rouge. Je vais dire Enric Mas, comme ça, il y en aura peut-être un ou trois qui aura bon. J'espère qu'il y en aura un ou trois quand même.
Bah, si c'est pas un de nous trois qui a raison, c'est qu'on aura vécu une course inédite et du spectacle à 100% sur cette dernière semaine. Et ben voilà, comme ça dans tous les cas on sera content, on sera ravis. Voilà, en tout cas donc il reste 6 étapes et il y a des promesses. Comme vous nous l'avez dit pour cette dernière semaine, on verra ce que les coureurs en feront, puisque bien évidemment, comme vous l'avez dit, ce sont les coureurs qui font la course. Donc voilà, on se donne rendez-vous pour Chasse Patate la semaine prochaine. Louis, Théo, merci beaucoup à vous deux d'avoir été en ma compagnie pour ce podcast aujourd'hui. Et donc d'ici la semaine prochaine, bien évidemment, vous pouvez nous retrouver sur le site et le forum du groupe Eto, legroupeeto.fr, ainsi que sur nos différents réseaux sociaux, Twitter pour des live tweets de toutes les étapes, mais aussi Facebook et Instagram. N'hésitez pas à commenter, liker et partager ce podcast. Merci beaucoup et à bientôt dans Chasse Patate.